Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 36 mesures pour réformer en profondeur le Code du travail. Les ordonnances ont été présentées aujourd'hui. Les licenciements seront facilités, les indemnités mieux encadrées. Le CDI de chantier sera étendu. De nouvelles règles s'appliqueront aussi aux PME. Qui est concerné? Quel changement pour les salariés? Page spéciale ce soir avec le Premier ministre Édouard Philippe. Il est notre invité exceptionnel. Les syndicats se disent déçus, le patronat applaudit, des manifestations sont déjà prévues dans les rues. L'opposition dénonce une réforme qui précarise les salariés. Alors faut-il s'attendre à une fronde sociale d'ampleur? On entendra l'analyse de François Langlais. Dans le reste de l'actualité, l'inquiétude au Texas après l'explosion d'une usine chimique. Les inondations sont en cause, des fumées toxiques s'échappent du bâtiment. Jacques Cardoz est sur place. Le groupe La Redoute, racheté par les Galeries Lafayette, les deux enseignes opèrent un virage stratégique. Elles veulent créer un géant du commerce. Et puis un nouveau titre de championne du monde pour Clarisse Agbenienou. La judokate française s'offre la médaille d'or aux mondiaux de Budapest. Les images à découvrir tout à l'heure. Voilà pour les titres, c'est donc l'épilogue de 3 mois d'intenses négociations. Le gouvernement a dévoilé tout à l'heure les ordonnances de la fameuse réforme du droit du travail, présentée comme le texte fondateur de ce début de quinquennat. Les changements sont nombreux pour les entreprises, pour les salariés, avec un maître mot, la flexibilité. Laurent Desbonnets avec Philippe Deslandes. 159 pages, 36 mesures enfin dévoilées. Une transformation du Code du travail selon le Premier ministre, pour changer en profondeur la vie dans les entreprises. La logique, elle est simple, c'est diffuser la concertation, le dialogue, la capacité de s'adapter dans des entreprises où jusqu'à présent rien n'était vraiment prévu pour cela. Un bouleversement en particulier pour les petites entreprises. Sans passer par les syndicats, elles pourront négocier plus de flexibilité. À la sortie, les petits patrons sont les plus satisfaits. Nous avons assisté à un contenu des ordonnances qui est particulièrement pragmatique, qui colle à la réalité de terrain et qui n'enlève rien à l'équilibre de la sécurité dont ont besoin les salariés, malgré tout ce que vous pouvez entendre. Satisfaction aussi du côté du MEDEF. Cette réforme nous apparaît comme une étape importante et intéressante qui peut aider à conforter la confiance des chefs d'entreprise. Plus de souplesse donc pour les patrons. Le licenciement sera simplifié, notamment pour les grands groupes internationaux. Et les modalités du contrat de travail, comme le CDD, pourront être modifiées par les branches professionnelles. Inacceptable pour la CGT. Toutes les craintes que nous avions se confirment. C'est la fin du contrat de travail. C'est-à-dire que demain, un accord d'entreprise, soit vous êtes d'accord, soit vous êtes licencié. Des syndicats en ordre très dispersé. Force ouvrière salue des avancées dans la négociation. Nous allons examiner. Mais heureusement que nous avons fait notre travail syndical, sinon depuis le mois d'août, les ordonnances auraient été publiées et tout le monde pleurerait aujourd'hui. La CFDT réformiste reste quant à elle sur sa faim. Nous avons d'une part une profonde déception sur l'opportunité qui était offerte de moderniser les relations sociales dans notre pays. Un texte complet selon le gouvernement, qui peut toutefois encore être modifié à la marge. Voilà pour la tonalité générale, une réforme qui prévoit aussi, et c'est l'un des points clés, de laisser plus de marge de manœuvre aux entreprises pour le dialogue social. Il sera désormais possible de négocier des accords directement avec des salariés non syndiqués. Christelle Méral avec Jean-Baptiste Jacquet. Faciliter, simplifier le dialogue social dans les PME, l'une des priorités de la réforme du Code du travail. Résultat, dans les sociétés de moins de 50 salariés, la négociation pourra se faire sans syndicat. Un représentant élu du personnel suffira. Dans cette société spécialisée dans l'impression, la possibilité de négocier sans syndicat inquiète certains employés. Il suffit que même le représentant du personnel en lui-même ne sache pas exactement où il va dans les démarches. C'est vrai que pour nous salariés, on est peut-être un peu laissés à l'abandon au niveau de ça et on laisse les pleins pouvoirs à certaines personnes. Dans les sociétés de moins de 20 salariés, l'employeur pourra même négocier avec des salariés non élus sans aucun mandat. Par ailleurs, la réforme prévoit d'étendre les thèmes de négociation au sein de toutes les entreprises. Temps de travail, organisation de l'entreprise, mais aussi les primes comme le 13e mois ou encore les indemnités de départ à la retraite, un plus, selon ce dirigeant.
on doit pouvoir moduler sur nos horaires de travail, on doit pouvoir s'arranger sur nos temps de travail. C'est vraiment une bonne nouvelle de savoir que c'est quelque chose qu'on va pouvoir négocier entre nous, des accords d'entreprise, et non pas forcément être attaché à des décisions de branche qui ne nous représentent pas toujours à 100%. Des accords valides si les syndicats majoritaires ne s'y opposent pas. Les branches professionnelles sont-elles renforcées? Elles pourront désormais négocier les contrats courts, comme la durée ou le renouvellement des CDD. Enfin, la réforme permet aux patrons d'organiser un référendum dans les entreprises de moins de 20 salariés pour consulter leur personnel. Flexibilité aussi pour les licenciements. Ils seront désormais facilités. Les indemnités prud'homales seront aussi plafonnées. Le détail de ces mesures avec Julien Duponchel et Philippe Maire. Quel changement pour les licenciements? L'un des points les plus discutés, l'encadrement des indemnités prud'homales. Désormais, en cas de licenciement abusif sans cause réelle ni sérieuse, les salariés pourront toucher pour 2 ans d'ancienneté jusqu'à 3 mois de salaire maximum. 10 mois maximum pour 10 ans d'ancienneté et 20 mois maximum pour 30 ans et plus d'ancienneté. Certains salariés pourraient y perdre. Les juges pouvaient accorder, selon certains avocats, pour un salarié licencié au bout de 25 ans, 20 à 24 mois d'indemnité. Avec ce nouveau calcul, ce même salarié touchera 17 mois et demi d'indemnité. Un plafonnement qui ne s'appliquera pas en cas d'atteinte aux droits fondamentaux des salariés. Dans cette entreprise de 40 personnes, salariés et patrons sont divisés. On est moins protégés. Voilà. On gagne moins d'argent à la fin, donc forcément, on est forcément un peu perdant. Ça va nous permettre de recruter parce qu'on sait que dans le pire des cas, on sait ce que ça nous coûte. D'accord ? Et ça ajoute de la sécurité pour recruter. Le délai de recours pour saisir les prud'hommes est raccourci. Il passe de 2 à 1 an. En revanche, le gouvernement améliore l'indemnité légale de licenciement. Elle passe d'un 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté à 1/4. Concrètement, un salarié au SMIC licencié au bout de 10 ans touchait jusqu'à présent 3 000 €. Désormais, il touchera 3 750 € d'indemnité. C'était une demande des syndicats. Oui, et un point fait particulièrement débat, on l'a entendu, celui du périmètre de licenciement économique. C'est désormais la santé de l'activité sur le territoire français qui sera prise en compte pour justifier un plan social. Les syndicats sont mécontents, le gouvernement assume. Camille Gutin avec Alain Locassio. Déclencher un plan de licenciement économique, fermer des usines, des mesures désormais plus faciles pour les entreprises. Le gouvernement vient d'assouplir la législation. Auparavant, lorsqu'une multinationale voulait licencier en France et qu'elle réalisait des bénéfices dans d'autres pays, le licenciement était interdit. Désormais, ce sera possible. Seule la situation financière de l'usine basée en France sera examinée. Dans ce pôle technologique, les salariés sont partagés. C'est injuste pour les salariés. Si l'entreprise a du mal à fonctionner en France, il faut investir dans ces cas-là et faire en sorte qu'elle fonctionne. Le monde ne s'imite pas aux frontières de la France et voilà, à l'échelle internationale, aujourd'hui, on n'est pas forcément compétitif. Pour cet économiste libéral, cette réforme va permettre de rendre la France plus compétitive. Imaginez un groupe étranger qui hésite à venir en France, voilà, ses conseillers lui expliquent, écoutez, tant que vous ferez des profits quelque part dans le monde, vous ne pourrez pas adapter, pourrait dire, la voilure de votre filiale. Donc les conséquences positives qu'on peut en attendre, c'est que des entreprises plus nombreuses, des groupes plus nombreux viennent investir en France. Pourtant, ce spécialiste craint, lui, que les multinationales profitent de ce système. Il peut y avoir aussi beaucoup de casse sociale face à ça. Si un jour un grand groupe décide qu'une filiale n'est plus assez rentable, d'organiser la situation d'une difficulté financière pour éviter ou justement pour organiser un licenciement économique. Le gouvernement assure que les juges contrôleront tous les cas d'abus et de difficultés financières artificielles. Bonsoir François Langlais. Bonsoir, votre analyse ce soir sur le curseur de cette réforme, qui est le grand gagnant ? C'est un texte qui penche clairement du côté patronal. Il s'agit de simplifier la vie du chef d'entreprise dans la conduite de ses affaires, dans l'espoir qu'il embauche davantage, bien sûr. Mais malgré ce déséquilibre, c'est une réforme qui ne manque pas d'habileté. D'abord parce que ce ne sont pas les grands patrons que les ordonnances favorisent, mais les petits patrons, ce qui est bien plus acceptable dans une France qui reste, sinon hostile, du moins méfiante vis-à-vis du CAC 40. Le grand gagnant du jour,
c'est le dirigeant de PME qui va profiter de la mise en place d'un droit social spécifique pour les petites entreprises. Ça, c'est un changement important. Là encore, l'objectif, c'est de favoriser l'embauche puisque PME et TPE constituent le principal réservoir de création d'emplois. Ensuite, le gouvernement est parvenu à éviter un front syndical commun contre son projet. Les syndicats réformistes, la CFDT et Force ouvrière, n'ont fait que des critiques mesurées et ils ne manifesteront pas contre la réforme. Reste bien sûr une question politique. Emmanuel Macron avait promis la flexi-sécurité. Ce soir, on voit bien la flexibilité qui est au profit de l'entreprise, mais on voit un peu moins la sécurité pour les salariés. Eh bien, vous savez quoi, on posera la question dans un instant au Premier ministre. Merci François pour cette analyse. Autre point des mesures phares annoncées, l'extension du CDI de chantier. Il était jusqu'à présent réservé à quelques secteurs comme le BTP, on en a déjà beaucoup parlé. Il sera donc élargi. Comment? Quels avantages pour les employeurs? Quels garde-fous aussi pour les salariés? Les réponses avec Margot Manière et Frédéric Bazille. Un nouveau contrat synonyme de révolution dans l'entreprise. Le contrat de chantier, à mi-chemin entre un contrat à durée indéterminée et l'intérim. Un CDI assoupli qui existe déjà dans le BTP. Le principe, aucune date précise de fin de contrat. Si le chantier est retardé par exemple en cas d'intempéries ou de problème de livraison, le contrat est automatiquement prolongé. À la fin de la mission, le salarié peut être licencié sans prime de précarité, mais son patron doit tenter de le réaffecter. Pendant un an, il est prioritaire pour être réembauché. Pour le directeur de cette entreprise qui propose des voyages personnalisés, le CDI de chantier présente beaucoup d'avantages. Par rapport au CDD, la grande différence, c'est que le CDD, il est renouvelable uniquement une fois. C'est difficile quand on lance un nouveau projet de savoir s'il faut partir sur un CDD de 5 mois qu'on va renouveler une fois ou un CDD de 10 mois qu'on va renouveler une fois. Et en plus, c'est un coût plutôt plus intéressant que le CDD, pour le coup, qui prévoit des charges additionnelles en fin de période. Le CDI de chantier, une flexibilité alléchante pour de nombreux secteurs et une précarité que dénoncent certains syndicats. Avec la réforme, toutes les branches professionnelles qui le souhaitent pourront recourir à ces contrats. Elles pourront à chaque fois déterminer leurs propres règles. Le secteur de l'informatique et du numérique, qui repose énormément sur des projets, s'est déjà dit particulièrement intéressé. Voilà, dans un instant, comme promis, le Premier ministre Édouard Philippe répondra à nos questions. Elles sont nombreuses, évidemment. D'abord, les réactions politiques. L'opposition dénonce une réforme qui accentue la précarité. Les réactions, c'est avec Jean-Baptiste Marteau et Geoffrey Berg. De droite comme de gauche, l'opposition critique le contenu des ordonnances, mais à des degrés divers. Tour d'horizon des arguments. Au Parti socialiste, on ne trouve rien de bon à retenir, évoquant des ordonnances insoutenables et inefficaces. Elle devait favoriser le dialogue social, elle contourne les syndicats. Elle devait faire en sorte qu'il y ait plus d'embauches et en réalité, elle permet essentiellement de mieux licencier. C'est donc un contresens. Autre opposition totale au texte du gouvernement, le Front National voit dans cette réforme la main de l'Union européenne. Ce gouvernement et M. Macron obéissent à la Commission européenne qui réclame cette loi travail XXL depuis des années. Et c'est une façon de lui obéir, mais ça n'est pas efficace, ça ne va pas créer un seul emploi et c'est très injuste socialement. En revanche, chez les Républicains, plus de nuances. On juge cette réforme utile, mais insuffisante. Bien sûr que c'est dans notre programme et on est favorable à la réforme du Code du travail, mais une vraie réforme. Mais on voit bien que le gouvernement a eu la main qui tremblait. Sans surprise, c'est la France insoumise qui se pose en opposant numéro 1 à cette réforme du marché du travail. C'est une agression caractérisée contre le Code du travail, avec une légère préméditation. Il n'y a rien de bon qui sortira de ça. Je dis aux Français, les mesures qui sont présentées ne feront pas reculer le chômage, ne mettront pas un terme à la précarité, au contraire, ça va tout aggraver. Au-delà des responsables politiques, les Français seront-ils convaincus par cette réforme? Premier test pour Emmanuel Macron, l'affluence de la manifestation du 12 septembre prochain. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce moment évidemment particulier. D'abord, est-il vrai, comme l'affirme Alexis Corbière, que cette réforme ne créera pas d'emploi? Non, et je comprends que l'opposition s'oppose, parfois avec des arguments intéressants, parfois avec des arguments un peu outranciers. Mais notre objectif dans cette réforme, c'est de faire en sorte que les choses changent. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons été élus. Le président de la République, au moment de la campagne présidentielle, s'est engagé sur cette réforme. Le gouvernement que je dirige s'est engagé sur cette réforme avant les élections législatives et a obtenu une majorité sur ce thème notamment. Pourquoi? Parce que ceux qui pensent qu'il ne faut rien faire ou qu'il faut continuer à faire comme avant ne répondent pas aux aspirations des Français. Mais moi, j'ai choisi de venir travailler avec le président de la République parce que je suis convaincu que nous pouvons
régler un certain nombre de problèmes français qui n'ont pas eu de réponse pendant trop longtemps. Et le chômage de masse en est un peut-être le plus important. Je vous pose la question avec un peu de malice tout de même, Monsieur le Premier ministre, puisque vous avez dit vous-même lors d'une conférence de presse tout à l'heure, le droit du travail n'est pas la première cause du chômage. Ça n'est pas la seule. C'est ce que disent aussi l'OCDE, c'est ce que disent les patrons eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de mensonge à faire croire que le carnet de commandes va repartir en flexibilisant le marché du travail? Au contraire, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que personne ne pense aujourd'hui que le droit du travail soit un instrument dans la façon dont il fonctionne qui permette d'embaucher. Alors pourquoi commencer par cette réforme? Vous connaissez probablement, exactement pour la raison que je viens de vous indiquer. Avez-vous déjà rencontré un chef d'entreprise d'une entreprise, une petite entreprise industrielle de province, un artisan, un commerçant, qui vous disent vraiment, avec le droit du travail tel qu'il existe, avec sa simplicité, avec la façon dont il fonctionne, c'est facile pour moi d'embaucher? Bien sûr que non, vous entendez le message inverse. Vous entendez des gens qui vous disent « j'aimerais embaucher, je ne suis pas sûr de pouvoir, mais j'aimerais. Mais j'ai peur que si j'embauche, et si les choses se passent mal, je coule ma boîte, que ça ne marche pas bien. » Et donc, moi, mon objectif, exactement en ligne avec ce qu'a annoncé le président de la République, c'est de faire en sorte, notamment dans les PME et les TPE, dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés. C'est pas du tout négligeable, les entreprises qui emploient moins de 50 salariés. 9 entreprises sur 10 en France emploient moins de 50 salariés. 95% des entreprises. Est-ce que vous... Plus de la moitié des salariés qui nous écoutent travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés. Est-ce que, simplement, et j'en finis avec cette question, est-ce que vous assumez tout de même ce qui a été dit tout à l'heure aussi par François Langlais, une réforme très pro-patron, très libérale, qui reprend point par point les revendications historiques du MEDEF? Mon objectif, c'est de faire une réforme équilibrée et efficace. Chacun peut avoir un avis sur cette réforme, chacun va le formuler. Sur beaucoup des mesures que nous avons prises, certains pensent que nous aurions dû aller plus loin et certains pensent que nous sommes allés trop loin. Je peux entendre ces critiques. Ce que je sais, c'est que notre objectif, c'est de transformer le droit du travail pour faire en sorte que, au meilleur niveau, que ce soit dans l'entreprise ou dans la branche, il puisse y avoir une discussion, un échange entre les salariés et les patrons. Parce que je suis convaincu, pardon de terminer, je suis convaincu que le dialogue social est vertueux. Je suis convaincu qu'il permet une meilleure efficacité dans l'entreprise et un développement économique, social et humain. Et c'est parce que je crois au dialogue social que nous avons fait en sorte, dans ces ordonnances, de rendre possible une vraie discussion à des endroits où aujourd'hui elle n'existe pas. Dans les entreprises de moins de 10 salariés ou de moins de 20 salariés ou de moins de 50 salariés, il n'y a pas aujourd'hui de représentation syndicale. Savez-vous que dans ces entreprises, il y a 4% de délégués syndicaux? 4%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie discussion. Eh bien, nous voulons faire en sorte qu'elle soit possible, soit dans l'entreprise, soit dans la branche, au meilleur niveau. Merci pour ce message de pédagogie, c'est ce qu'on a très bien vu aussi dans les sujets. Je voudrais qu'on s'intéresse à quelques mesures précisément sur la simplification notamment des licenciements économiques. C'est l'un des points clés. Licencier sera désormais plus facile, surtout pour les grands groupes. Est-ce que ça n'est pas tout de même ouvrir la porte aux abus et aux plans sociaux boursiers, comme l'affirment certains syndicats? Je vous cite simplement 2 exemples. Molex et Continental, avec cette réforme, ils n'auraient rien obtenu, les salariés. Alors, d'abord, je ne pense pas du tout qu'ils n'auraient rien obtenu. Je pense simplement que la complexité et, à certains égards, l'imprévisibilité du droit du travail français empêche des investissements, empêche le fait de créer des emplois en France. Nous, ce que nous voulons, c'est faire en sorte que le chef d'entreprise de la PME ou de la TPE ou que l'investisseur étranger se dise « si je vis en France, j'aurai recours à une main-d'œuvre bien formée, j'aurai recours à des infrastructures bien équipées et j'aurai un droit du travail qui me permet de savoir ce qui se passera, exercer les actionnaires sur une entreprise. Ce qui se passera si les choses vont moins bien. Pourquoi voulez-vous qu'il faille attendre qu'une entreprise aille mal au niveau mondial avant de prendre des décisions d'adaptation intelligentes et avec des garanties dans l'entreprise au niveau national? La question qu'il y a derrière, c'est la question de la flexi-sécurité. On voit bien la flexibilité, mais pas franchement la sécurité. C'est une des critiques qui revient beaucoup. Où sont, Monsieur le Premier ministre, les contreparties promises pour les salariés? D'abord, je me permets d'indiquer que dans les textes des 5 ordonnances que nous produisons aujourd'hui, il y a un certain nombre de garanties. Vous les avez évoquées vous-même. Vous avez indiqué l'augmentation de 25% des indemnités de licenciement. Ça n'est pas rien, 25%. J'entends que certains auraient... On a fait le calcul, que pour chacun comprenne, pour un salarié à 2 000 € par mois et qui a 10 ans d'entreprise, il percevait aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, 4 000 €, il percevra demain 5 000 €. Ça n'est pas l'Amérique.
Oui, mais nous avons augmenté les indemnités de licenciement parce qu'elles étaient en dessous de la moyenne européenne. Il y avait une forme d'injustice, en tout cas d'insatisfaction légitime, parce que notre dispositif français n'était pas à la hauteur de ce qui se fait dans les grandes démocraties et dans les grands systèmes productifs comparables. Nous voulons faire en sorte que dans tous les domaines, on produise un système qui favorise l'embauche, qui favorise le dialogue social et qui permette de lutter contre le chômage de masse. Mais un mot sur la flexi-sécurité. Un mot sur la flexi-sécurité, puisque vous me l'avez posé, je voudrais y répondre. Il y a des éléments, surtout sur la sécurité. Il y a des éléments de flexibilité dans ce texte. Ils sont nécessaires. Encore une fois, si nous ne faisons rien, nous n'irons pas plus loin qu'aujourd'hui. Nous voulons faire en sorte qu'une plus grande flexibilité, ou plus exactement qu'un plus grand dialogue se noue dans les entreprises et dans la branche. Mais la meilleure sécurité, c'est pas le droit. La meilleure sécurité face au chômage, face à la crise, c'est la compétence, c'est la formation. C'est la raison pour laquelle nous œuvrons pour la transformation du droit du travail par ces 5 ordonnances, qui seront présentées et signées par le président de la République le 22 septembre. Et nous allons nous engager, à partir de la fin du mois de septembre, dans un exercice de transformation de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ça sera le volet sécurité. Ce sera le volet sécurité. Quel sera le calendrier ? Je vous le dis, nous engageons, je l'ai annoncé en juin, donc il n'a pas changé, car là encore nous sommes en ligne avec ce que nous avons annoncé. Nous commençons la réflexion à partir de la fin du mois de septembre, et l'objectif est d'arriver à la fin du printemps, ou peut-être même au début du printemps, en tout cas à la fin du premier trimestre, sur un projet de loi qui permettra d'améliorer significativement la formation professionnelle et l'apprentissage en France. Je vous disais tout à l'heure que j'ai parfaitement conscience que le droit du travail n'est pas le seul élément qui explique le chômage, en aucune façon. Mais c'est un des éléments. Critère quand on interroge les patrons sur leurs attentes en termes économiques. Le carnet de commandes est évidemment le numéro 1. Donc la reprise, donc la croissance. Je vous remercie. C'est un des éléments qui gêne l'embauche, ou qui freine l'embauche, ou qui dissuade à l'embauche. Mais il y en a d'autres. Il y a le coût du travail. C'est la raison pour laquelle nous allons baisser les cotisations salariales et les cotisations patronales pour faire en sorte que ce soit moins cher d'embaucher, pas pour le salarié, lui il aura une augmentation de pouvoir d'achat, mais moins cher d'embaucher, notamment au SMIC. Il y a la formation. Encore une fois, j'insiste, la formation, c'est la première sécurité, et nous allons très profondément la transformer et l'améliorer à partir de septembre. Ce que je veux dire, on va parler de la fiscalité. On va en parler, on a tout le temps. Mais ce que je veux dire, Monsieur Bugier, parce que c'est important, c'est que notre objectif, c'est que les choses changent. Nous ne pouvons pas durablement vivre avec 9 à 10% de chômage en France. Et pour attaquer le problème, il faut l'attaquer de toutes les façons, avec tous les instruments possibles. Juste un mot, une réponse franche de votre part, en quelques mots, et puis après on passe à la fiscalité. On a entendu les syndicats très remontés, divisés aussi. Est-ce que vous prenez l'engagement ici ce soir de maintenir le texte en l'état, quelle que soit la fronde sociale ? Faites attention, il y a des gens qui nous regardent. J'ai indiqué tout à l'heure au moment de la présentation des ordonnances que le texte qui était présenté était le texte tel qu'il serait transmis au Conseil d'État, présenté au Conseil des ministres. Quelle que soit la mobilisation dans la rue. J'ai dit... vous pouvez répéter. C'est gentil, merci. Donc, c'est le texte qui sera présenté au Conseil d'État, au Conseil des ministres, et qui sera signé par le Président. Il peut être modifié à la marge, en fonction des avis qui seront formulés par l'ensemble des organismes appelés à donner un avis sur le texte, et dans lesquels toutes les organisations syndicales sont représentées. Donc nous avons un texte qui est quasiment définitif, qui pourra être formulé, qui pourra être corrigé, à la marge. Mais encore une fois, il faut aller vite. Ce texte va transformer le droit du travail. Il entrera en vigueur après sa signature par le Président de la République. À la fin du mois de septembre, il sera en vigueur. Et une loi de ratification qui permettra un débat parlementaire sur ces textes sera présentée au Parlement avant la fin de l'année. Quelques points sur la fiscalité. Beaucoup de mesures ont été précisées, ont été annoncées ces derniers jours, Monsieur le Premier ministre, avec des revirements aussi de calendrier et un sentiment parfois d'inégalité. Les cadeaux pour les riches, c'est tout de suite, c'est ce que dit l'opposition. Les cadeaux pour les autres, c'est plus tard. On a fait tourner nos ordinateurs pour comparer. Quel impact pour les ménages modestes ? Quel impact pour les plus fortunés ? Magali Boissin, et on se retrouve après. Réforme de l'ISF, de la taxation des placements financiers, hausse de la CSG sur les feuilles de paye et baisse des cotisations, et suppression de la taxe d'habitation. Parmi les ménages qui gagnent, qui perdent l'an prochain, nous avons fait le calcul. Grands gagnants, les Français les plus riches. Exemple, un couple et 8 000 € net de revenus. Baisse des cotisations salariales, 966 € par an. Moins de taxes sur le patrimoine, 1 676 € de moins à payer et moins 1 800 € d'ISF,
Au final, 4 442 € d'économie pour le couple l'an prochain. Pour une famille modeste qui gagne 2 500 € par mois, l'effet baisse des cotisations est moins visible, 299 € par an. Un tiers de la taxe d'habitation supprimée, 333 €. Au total, 632 € de pouvoir d'achat en plus. Grand perdant, un retraité considéré comme faisant partie des plus aisés avec 2 000 € de pension par mois. Sa CSG augmente de 435 € par an sans aucune compensation. Il ne bénéficie pas de la suppression de la taxe d'habitation. Les réformes lui font donc perdre de l'argent, 435 € par an. Voilà, ce sont évidemment quelques exemples, les situations sont diverses chez chacun des Français, mais quand même il y a cette critique que les gros cadeaux pour les riches c'est tout de suite et les mini-cadeaux pour les petits revenus c'est plus tard. L'opposition parle même d'une politique anti-classe moyenne. Votre réaction simplement sur ce point? Moi je ne m'inscris absolument pas dans la logique et d'ailleurs pas dans les chiffres que vous venez de présenter. Notre objectif en matière de réforme fiscale, puisque c'est sur les éléments de la fiscalité que vous m'interrogez, c'est de faire en sorte, que le travail paye. C'est absolument indispensable. Et c'est donc d'assumer le fait que nous allons transférer du pouvoir d'achat vers les actifs. Chaque personne qui travaille, il faut que le travail paye. Ouais. Mais sur la fiscalité, avec cette fameuse flat tax, le capital sera désormais moins taxé que le travail. Je me permets de terminer mon argumentation et je vous répondrai évidemment complètement. Il faut que le travail paye. Il faut que ceux qui travaillent, quelle que soit leur activité, aient un gain de pouvoir d'achat. Et ce sera effectif dès l'année prochaine parce que nous allons basculer des cotisations salariales, quelle que soit l'activité, vers la CSG. Autrement dit, nous allons faire en sorte que tous ceux qui travaillent aient un gain de pouvoir d'achat. Et c'est quelque chose auquel nous tenons, parce que nous pensons que si nous voulons produire plus de richesses pour ensuite éventuellement les redistribuer, il faut donner un avantage à ceux qui travaillent. Il faut faire en sorte qu'il y ait un avantage à travailler, un avantage en termes de pouvoir d'achat. Et ça s'appliquera pour tous ceux qui travaillent. Mais vous savez qu'il y a une grande souffrance dans notre pays, il y a 9 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Que leur proposez-vous à ces gens-là? Un certain nombre de mesures qui seront présentées, mais que vous avez omis de présenter, et je ne peux pas vous en vouloir parce qu'elles n'ont pas toutes été présentées. La revalorisation de l'allocation adulte handicapé, la revalorisation du minimum vieillesse, la revalorisation de la prime d'activité qui permet justement de donner une incitation forte à ceux qui reviennent au travail. Elle sera de combien cette revalorisation? Vous le verrez quand elles seront présentées. Elles seront présentées dans le courant du mois de septembre. Vous savez, pendant tout le mois de septembre, nous allons présenter les transformations des politiques publiques sur lesquelles nous travaillons, pour faire en sorte que ça change et que ça marche mieux. Et puis, à la fin du mois de septembre, nous présenterons le budget. Le budget, ce n'est pas un totem, c'est la traduction pratique, budgétaire, de ces transformations de politique publique. Et à ce moment-là, vous aurez la présentation précise, chiffrée, de l'ensemble des mesures qui sont prises. Il faut encore attendre. Non, il faut procéder par ordre. Il faut commencer par penser politique publique. Et ensuite, on a leur traduction. Très bien. Deux questions pour terminer. D'abord sur la compensation de la hausse de la CSG pour les fonctionnaires et les indépendants. Vous avez semblé ne pas avoir la réponse il y a quelques jours. C'est presque 10 millions de personnes pour qui la CSG va augmenter quasiment demain. Quelles seront leurs compensations à ces gens-là? Nous sommes en train d'en discuter avec eux. Nous sommes en train de discuter avec les organisations qui représentent notamment les fonctionnaires de la façon dont serait compensée cette augmentation de pouvoir d'achat pour l'ensemble des actifs et donc comment elle serait prise en compte. Et j'insiste là-dessus. Ça revient finalement un peu au début de notre discussion. Je crois au dialogue. La meilleure façon de croire au dialogue, c'est de le laisser se dérouler. Et si vous donnez les réponses, si vous imposez les réponses avant d'avoir commencé à discuter, vous ne croyez pas au dialogue et vous n'arrivez jamais à la bonne solution. Je suis un fervent partisan du dialogue et je le serai toute ma vie. Un dernier mot peut-être plus personnel. Vous avez été critiqué pendant l'été pour votre effacement, parfois votre absence de pugnacité à relayer la parole présidentielle. Est-ce que c'est une posture ou vous avez sous-estimé peut-être la charge de la fonction? Quel regard portez-vous sur ces critiques? Je ne crois pas sous-estimer quoi que ce soit. En revanche, je pense que l'essentiel dans le poste de Premier ministre, de chef de gouvernement, c'est le travail. C'est le travail et c'est le travail. C'est faire en sorte de ne pas faire le choix d'être spectaculaire pour le bonheur d'être spectaculaire et de venir devant les Français avec des éléments précis. Ce soir, je me présente devant les Français à votre invitation après avoir présenté 5 ordonnances qui transforment le droit du travail et qui vont permettre à notre pays d'avancer.
qui sont un élément, pas le seul, mais un élément d'une politique publique globale qui doit nous permettre de répondre à la question du chômage de masse. J'en suis fier. On peut gouverner le pays en étant impopulaire, c'est ce que vous dites. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut travailler, qu'il faut faire avancer le pays. Peut-être que ça peut susciter une forme d'impopularité, mais j'ai vu trop d'élus, trop de responsables politiques à droite ou à gauche être extrêmement attentifs à leur popularité et ne pas faire les réformes dont le pays avait besoin. Permettez-moi de ne pas m'inspirer d'eux et d'essayer de faire à ma façon. Message entendu. Merci le Premier ministre d'avoir été ce soir notre invité. Merci Édouard Philippe.